Nous sommes sur l'île de Groix au Festival des Insulaires. L'occasion pour nous d'évoquer l'avenir des îles bretonnes. Quel modèle de développement économique peut-on imaginer pour ces territoires? Logement, santé, transport, transition énergétique, à quels défis sont confrontés les Iliens? Bienvenue dans l'heure du débat. Et pour débuter ce débat, nous accueillons 4 invités. Bonjour messieurs, bienvenue. Loïc Chenet-Girard, président de la région Bretagne, Dominique Yvon, maire de Groix, l'île qui accueille cette édition du Festival des Insulaires. Patrick Huette, maire de Bréhat, qui me disait juste avant l'émission qu'il avait la plus belle des îles du Ponant. On verra ce qu'en pensent les autres invités. Et Quentin Dupont, vous avez repris l'hiver dernier un commerce de boucherie à Groix. Vous nous apporterez votre regard de nouveau Groisillon. Au cours de cette émission, d'autres invités vont nous rejoindre. Denis Paluel, maire d'Ouessant et président de l'AIP, l'association des îles du Ponant, ainsi que Dominique Salvert, le maire de Saints, et puis Frédéric Legard, le maire du Palais à Belle-Île-en-Mer. Et enfin, Françoise Tadevin, médecin généraliste à Groix. Avec elle, évidemment, nous parlerons de l'enjeu de la santé sur les îles. Quel avenir pour les îles du Ponant? C'est donc le thème de notre émission. Loïc Schwartz, notre dessinateur, est un petit peu taquin. Vous le voyez à l'écran, un réchauffement climatique oblige. La mer va-t-elle submerger les îles? Bon, on espère quand même ne pas devoir se réfugier dans les phares. Il n'y aurait pas de place pour tout le monde. Mais on va revenir au présent désormais. À quoi ressemble la vie quotidienne sur une île? À quelles difficultés sont confrontés les Iliens? Pour le découvrir, cap sur Edic, un petit bout de Bretagne de 2 km² sur lequel une centaine d'habitants vit à l'année. Certains prennent le métro pour aller travailler, d'autres le bateau. Nous sommes entre les stations Watt et Edic. Et en ce mois de septembre, s'il reste quelques touristes à bord, la plupart des passagers sont là pour des raisons professionnelles. Ce qui implique une certaine organisation. Les journées sont un peu plus courtes parce qu'il y a le temps de transport. Là c'est un peu particulier, ouais. Moi je commence à 8h, il est 10h50. Je peux encore commencer à travailler. Si, j'encadre les gens, donc je les suis. Maintenant, l'activité en elle-même d'entretien d'espace vert, ça va commencer dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Sur le quai du port d'Edic, le bateau du matin est particulièrement attendu. C'est là que nous retrouvons le maire de la petite île du Ponant. La vie, le rythme de l'île dépend en fait de ces bateaux, de ces rotations de bateaux suivant les saisons. Le lien avec le continent, c'est très important. Et pour les Iliens, on l'appelle le courrier d'ailleurs, le bateau, on ne dit pas le bateau, on dit le courrier depuis longtemps. Parce qu'il amenait effectivement les journaux. Et le seul moyen d'information, il y a une trentaine d'années pratiquement, à part la radio, c'était le journal. Et ce bateau amenait bien sûr les magazines, le journal, les provisions, la famille, etc. Donc c'est vital pour les Iliens. Des Iliens qui, quelques minutes à peine après l'arrivée du bateau, se retrouvent à la poste pour récupérer leur courrier. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas vraiment de numéros, de noms de rue, etc. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom de rue. Hein. Donc voilà, chacun se connaît. On rigole pas ici. Hein. On prend le courrier des voisins et tout. Hein. Rarement, je pense, quelqu'un se trouve seul à Edic et sans aide. Ça n'existe pas. Je pense pas. Car l'entraide est essentielle sur ce petit bout de terre de 2 km². Il faut être très fort au niveau caractère pour pouvoir vivre à l'année sur une île. Et pas tellement vivre à l'année, vivre une année, oui, mais vivre tous les ans sur une île. Il y a un moment où il y a une institutrice, dernièrement eu une institutrice par exemple. Eh bien, au départ, quand elle arrive au mois de septembre, c'était très, très, très beau, tout est beau, et puis au mois de juin, elle est contente de partir. Parce qu'elle a vécu un hiver où l'isolement, la solitude, les problèmes de transport ont fait qu'elle a déchanté un peu. Edic compte seulement 103 habitants, une démographie qui s'érode depuis plusieurs années. Alors, pour tenter de faire venir des familles sur l'île, plusieurs actions sont menées par la commune comme la construction de ces 3 maisons.
Le risque à long terme, si ce genre d'investissement n'est pas fait, c'est quoi? C'est qu'une île comme celle-ci puisse mourir? C'est possible oui, ça? oui, tout à fait. Le déclin, je veux dire mourir non, mais le déclin est annoncé si on ne met pas en œuvre certains moyens. Nous, notre volonté, c'est de redynamiser la démographie. On sait bien qu'on ne peut pas agir sur l'aspect humain, c'est-à-dire les naissances. Par contre, on peut agir sur les produits qu'on va apporter, le travail, le logement, l'ambiance, susciter des vocations. Mais lancer de tels projets demande de l'énergie et de la volonté. Un chantier sur une île coûte en moyenne 30% de plus que sur le continent et implique de nombreuses contraintes, comme l'acheminement des matériaux ou le logement des ouvriers. Une problématique au cœur de cette réunion de chantier. Le vendredi de la même semaine, j'ai mon responsable de chantier qui débarque le matin. Oui. Et lui, il reste là les 3 semaines. D'accord. Et le travail, il est forcément le même, sauf que c'est la logistique. C'est justement ce qu'on vient de dire, c'est l'hébergement pour le personnel, la restauration. Les gars sont en déplacement pour plusieurs semaines. Son statut un peu particulier, ainsi que le tourisme, permettent à EDIC de bénéficier d'un budget d'investissement de 2 millions d'euros par an. Un vaste plan d'aménagement du port est d'ailleurs en cours. Un hangar communal, un vivier pour les pêcheurs et surtout une structure pour gérer les déchets. Et les bateaux seront stockés. Derrière va être construite une mini-déchetterie. Les déchets sont un sujet important sur une île. L'accumulation des déchets, alors surtout en été, mais même en hiver, nécessite une gestion particulière. Alors nous, sur place, on les ramasse, on les stocke. Et ensuite, il y a une barge spécialement qui vient. Alors en hiver, c'est une fois par semaine. En été, c'est tous les jours. Parce qu'il y a des monceaux de déchets. Le calme de la basse saison devrait permettre de terminer tous ces travaux afin de recevoir au mieux, l'été prochain, les 2 à 3 000 visiteurs quotidiens qui viennent se promener sur la petite île du Ponant. Alors beaucoup de choses ont été dites dans ce reportage, on va y revenir, mais je voudrais commencer par peut-être un paradoxe avec vous, Dominique Yvon. Finalement, pour les habitants du continent, l'île c'est un refuge, un havre de paix préservé, le fantasme aussi un peu d'un apaisement, d'une tranquillité retrouvée. Mais pour les Iliens, le lien avec le continent, c'est une obsession. Pourquoi est-ce si essentiel? C'est essentiel parce que tout vient du continent. Par essence, que ce soit le courrier, on en parlait tout à l'heure, mais c'est la nourriture, on est réglé avec notre vie est réglée avec l'heure du bateau. On sait que le bateau arrive à 9h le matin, à 9h moins 5, vous avez 50 personnes qui sont sur le port pour acheter le journal. C'est notre vie, quoi, si vous voulez. Une autonomie totale n'est pas envisageable. Non, c'est pas possible. Donc, mais c'est bien aussi, parce qu'à 17h30, quand le bateau part, on sait qu'on est tranquille, il n'y aura plus personne. Et là, c'est formidable. Vous aussi, Quentin Dupont, donc vous êtes artisan boucher, vous avez découvert l'importance du bateau du matin. À quoi il vous sert ce bateau, par exemple? Le bateau du matin, il nous sert principalement à recevoir la marchandise que l'on a commandée au préalable chez nos fournisseurs. Donc quand les fournisseurs ont joué le jeu, qu'ils ont déposé la marchandise au bateau, on la reçoit, on descend la chercher au port, on la remonte avec notre petit camion. Et bon, c'est vrai que c'est pas toujours le cas, les fournisseurs jouent pas toujours les jeux. Donc le transporteur arrive en retard, donc on n'a pas de marchandises pour la journée. Faut s'adapter. Oui, ça c'est totalement différent de ce que vous avez pu connaître sur le continent avant. Oui, parce que c'est vrai que le transporteur peut avoir du retard, mais on a quand même la marchandise. Mais là pour le coup, c'est soit au prochain bateau, on attend le prochain bateau en fait. En tout cas, ces contraintes ne vous ont pas découragé, vous êtes content d'être ici. Oui. Bon. Pas de problème. Patrick Huette, alors vous êtes maire de Bréa, environ 400 Bréatins, c'est ça à l'année? 350. 350, d'accord. Alors chaque année, ce sont 800 000 passagers qui font l'aller-retour entre l'embarcadère de l'Arc Ouest et de l'île de Bréa. Pour se donner une petite idée, c'est une fréquentation quasi équivalente à celle de l'aéroport de Brest. Donc c'est toute la vie économique de l'île finalement qui dépend de cette desserte, c'est un peu votre cordon ombilical. Absolument, je rebondis sur ce que disait Dominique. Effectivement, la vie de l'île est rythmée par les arrivées des bateaux. Sans les bateaux, sans une barge qui nous apporte les marchandises et je dirais même les visiteurs, nous ne vivrions pas. C'est le poumon économique de l'île. C'est une des caractéristiques de Bréa d'ailleurs, oui. C'est que finalement elle vit essentiellement du tourisme. Essentiellement, oui, nous sommes presque une mono-économie, absolument.
Et d'où l'importance aussi d'un lieu d'accostage pour les navires. Et vous savez qu'à Bréhat, il y a le port principal de l'île et qui reçoit les marchandises et accepte les visiteurs. Alors cette cohabitation est très dangereuse et nous réfléchissons notamment avec la région pour envisager donc un autre lieu de débarquement des marchandises. Oui, vous y réfléchissez avec la région, parce que le Cennet-Girard, c'est la région Bretagne qui gère désormais le transport maritime, avec un premier symbole, un beau symbole, le nouveau roulier là, qui dessert Groix, le Braise-Nevez 1. Je ne suis pas sûr de l'avoir bien prononcé, mais quel est le plan pour la région là? C'est augmenter la fréquence des navettes, réduire le coût des billets. Qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif? Ce que nous sommes déjà fixés comme objectif, c'est que le service soit assuré en permanence. Ça nécessite des investissements réguliers. Le Braise-Nevez 1 est le premier investissement lourd qui avait été négocié entre le département du Morbihan et la région Bretagne dans le cadre du transfert de compétences qui avait été décidé il y a quelques années. Et puis maintenant, nous sommes en train de faire un point global sur l'ensemble de nos îles. Il y a 10 îles sur lesquelles nous avons des allers-retours avec des bateaux de la région. Donc Bresgo, la marque Bresgo que vous rencontrez sur terre, sur les cars, sur les trains, vous la voyez sur mer avec les bateaux. Et nous sommes partis sur un plan d'investissement qui va nous conduire à acheter un nouveau bateau tous les 2 ans à peu près, puisque nous avons 17 navires et que la moyenne d'âge des navires, la durée de vie moyenne des navires, c'est une 30aine d'années. Donc en gros, tous les 2 ans, un nouveau bateau. Ce sont des investissements considérables. Puis le deuxième sujet, avec les maires, c'est de discuter des conditions de fréquentation des navires, de la fréquence de rotation entre le continent et les îles, et puis de sujets tout bêtes, comment on s'assure effectivement que les entreprises reçoivent leurs marchandises aux bonnes dates, au bon moment, et puis que potentiellement, lorsqu'il y a des productions sur les îles, cela reparte bien sur le continent. Ce sont plein de détails, plein de sujets qui sont à appréhender avec les élus locaux et que la région se doit d'assumer. Vous avez parlé de renouvellement de la flotte. Le prochain bateau, il est pour quelle île? Le prochain bateau, c'est en cours d'étude, certainement une des îles du Finistère. Mais je ne vais pas me prononcer là. J'ai un déjeuner avec tous les maires ce midi et puis après nous avons plusieurs échanges. Je ne préfère pas dire le nom d'une île. Ne pas susciter de jalousie. Voilà. Mais nous avons tous conscience qu'il y a des choix à faire. Il y a des travaux sur les cales, il y a des travaux sur les gares maritimes, il y a des travaux sur les sujets de parking, il y a le sujet des navires eux-mêmes. Et après, il y a les concessions, puisque Bresgo, c'est la marque de la Bretagne. Les bateaux appartiennent à la région, mais derrière, ce sont des entreprises qui arment les bateaux et qui les font naviguer par définition. Et donc, ce sont des contrats de concession qui sont renégociés régulièrement. Et c'est dans ces concessions-là que nous devons injecter les clauses qui permettent de s'assurer que les rotations sont conformes aux attentes et que le bateau, au niveau de ses spécificités, répond Là, aux vous attentes. êtes plus vraiment dans une période d'observation. Nous sommes dans une période déjà de réajustement. Par exemple, ici, à Groix, nous avons ajouté une 5e rotation, puisque lorsque nous avons accueilli le Braise-Nevez 1, nous avions indiqué que les 4 rotations n'étaient pas suffisantes. Les élus nous l'ont dit, la population nous l'a exprimé, donc nous sommes passés à 5 rotations. Dans d'autres territoires, nous n'avons qu'une rotation, 2 rotations, parce que l'île est plus loin, parce que c'est plus compliqué. Nous parlions tout à l'heure avec le maire de Ouessant, nous avons des sujets forcément différents de l'île ici de Groix. Donc à chaque fois, il faut trouver les solutions, et puis penser à l'hiver aussi. Ça a été très bien dit par Dominique, l'été, l'hiver, c'est pas la même chose. L'hiver, par définition, il y a moins de monde et donc le service public de transport prend tout son sens, vraiment tout son sens. Quentin Dupont, le coût du transport maritime, c'est un handicap pour les îles. Il y a 4 ans, on se souvient, les Groisillons s'étaient mobilisés contre des augmentations de tarifs. Comment ce surcoût se traduit chez vous? Par exemple, votre prix de la viande, il est plus élevé que sur le continent, tout bêtement? Oui. C'est ça, il est plus élevé. Et c'est vrai que c'est un coût non négligeable à l'année, hein, le transport. Surtout que nous avons un coût sur chaque arrivée de marchandises. Donc quand le fournisseur, par exemple, envoie la marchandise en 2 ou 3 fois, on paye 2 ou 3 fois le coût du transport. Alors après, c'est aussi suivant le poids envoyé par le poids reçu, si vous voulez, par palette, par... Mais c'est un coût supplémentaire, c'est sûr. Ça vous énerve, Dominique Yvon, je vous vois hocher de la tête quand vous entendez ça. Oui, parce que on a à se louer actuellement des services de la région. Je le dis franchement, et pas par forfanterie, parce que je suis à côté du président, mais on a été quand même malmené. Et vous avez parlé tout à l'heure de 2014, où vraiment il y a eu des problèmes. Et c'est vrai qu'on l'a très mal vécu dans les îles. On a eu l'impression d'être punis. On a augmenté les transports, le coût du transport des véhicules de 200%.
Alors, imaginez un camion de 25 tonnes qui passe avec des parpaings, des agglos et ainsi de suite, le surcoût que ça peut engendrer sur une construction. C'était de la folie, si vous voulez. Donc, alors bien entendu, dans les îles, on est assez débrouillard. Donc on a fini par trouver une barge ici, un petit caboteur là, qui a permis de... Mais je crois qu'il faudra revoir intelligemment, et le président en est d'accord parce qu'on en a déjà parlé, revoir un petit peu certains tarifs de marchandises. Une entreprise qui s'installe sur l'île, elle peut être payée moins cher l'importation de ses produits. Mais quand elle exporte ses produits, elle paye plein pot. Donc il y aurait peut-être une possibilité de voir, et on l'a évoqué tout à l'heure, ça permettrait quand même de réduire sensiblement, parce qu'on retrouve où c'est le client, in fine, c'est l'acheteur qui paye. On va laisser M. Chenet-Girard apporter cette précision, justement. Les débats du passé appartiennent au passé. Nous sommes compétents en région Bretagne depuis janvier 2017. Et donc depuis janvier 2017, nous avons à assumer nos responsabilités et à regarder comment demain nous allons, avec nos navires, avec les moyens budgétaires que nous y mettons, assurer le maximum de satisfaction par rapport aux demandes des différents usagers des îles, qu'ils soient citoyens, habitants iliens, qu'ils soient entrepreneurs ou qu'ils soient touristes, et de trouver les bons équilibres. Mais c'est comme dans tous les débats. Il y a des capacités à faire budgétaires, il faut trouver les bons équilibres, et je crois qu'il y a un peu d'intelligence à mettre là-dedans. Et je crois qu'avec les maires, encore une fois, notamment l'association des îles du Ponant, nous avons la capacité, encore une fois, de faire les choix, et de nous donner des objectifs pour éventuellement faire évoluer les choses dans le temps. Alors, le Festival des Insulaires où nous sommes rassemble chaque année les îles du Ponant, de la Manche à l'Atlantique. Ce sont 13 îles et 2 archipels. Alors je vais essayer de tous les citer. On a Chausey, Bréhat, Bas, Ouessant, Molène, Saint-Léglénan, Groix, Belle-Île-en-Mer, Watt, Édic, Ars, l'île aux Moines, Yeux et Aix. Alors ces îles ont connu un déclin démographique important au XXe siècle. Aujourd'hui, leur population continue à s'éroder. Groix et Belle-Île font figure un peu d'exception, hein. Elles gagnent quelques habitants, mais globalement la population vieillit. 42% des Iliens ont plus de 60 ans. Alors Dominique Yvon, pour maintenir l'activité sur l'île de Groix, ici il faut attirer les jeunes. Ça veut dire pouvoir les loger, leur proposer du travail. Est-ce que vous avez une recette miracle pour ça ? Il n'y a pas de recette miracle. On a, par exemple, pour créer des emplois à la personne. Effectivement, vous avez dit que dans les îles, la population était globalement assez âgée. Donc, on a monté des services d'aide à la personne. Et à l'EHPAD, par exemple, de l'île, on emploie 40 personnes. Donc, ce qui est important. 40 personnes dans une commune de 2300 habitants, c'est important. Et puis on a développé les services d'aide à domicile également, qui permettent, avec le transport des repas à domicile, pour permettre de garder les gens chez eux le plus longtemps possible. Donc on a créé pas mal d'emplois à ce niveau-là, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi créer, parce que le tourisme, c'est très bien, et on en est très satisfait, c'est une grande partie de notre économie, le tourisme. Sauf que l'hiver, il faut quand même vivre. Et donc c'est aujourd'hui, alors que tous les équipements sont en place, on essaye d'inciter des entreprises à monter des petites entreprises sur l'île. Donc on a des entrepreneurs qui, tels que vous en avez parlé tout à l'heure, Guy Adair qui a fait le pas. Alors ce sont souvent des contacts humains qui font qu'on attire une entreprise. Là, on a une entreprise qui doit venir s'installer, une brasserie. C'est pareil, la personne, on l'a connue, c'est un résident secondaire qui vit à Groix maintenant depuis quelques années et qui a dit je suis prêt à faire quelque chose. Donc ce sont ces petites niches qu'on devrait pouvoir créer dans les îles. Et donc on aura besoin bien entendu de la région aussi bien pour le surcoût du transport que sur le surcoût de l'immobilier d'entreprise. Patrick Huette, vous avez un projet vous de construction de 4 logements sociaux sur Bréhat. Ce qui est banal finalement ailleurs est un événement quasi exceptionnel sur l'île. Pourquoi est-ce si difficile de construire sur une île ? Alors la grosse problématique du logement se résume assez facilement. Premièrement, la rareté des terrains. Nous avons très peu de terrains constructibles. Le coût de ces terrains à bâtir qui n'existent pratiquement plus. Et ce qui nous contraint beaucoup, c'est la réglementation et la loi. Vous savez que la loi, et notamment la loi du littoral, est très contraignante en matière d'urbanisme. Je pense que nous avons réussi effectivement à construire et à faire construire 4 nouveaux logements car le terrain appartenait à la commune.
C'est une des raisons, je pense, qui va nous permettre d'en construire d'autres, car nous possédons d'autres terrains. Mais c'est la seule manière. Nous ne pouvons accueillir de nouveaux habitants et développer l'économie que si nous arrivons à loger les gens. Ce qui est, chez nous et dans nos îles, extrêmement difficile. Et sur ce dossier, du coup, vous pouvez compter sur l'aide de la région, puisque c'est l'objectif de votre venue aussi, aujourd'hui, Monsieur Chenet-Girard. On parle d'un surcoût de 30% finalement pour faire construire, pour pouvoir s'installer sur une île. Compenser ce surcoût, c'est un peu l'objet du contrat de partenariat que vous avez signé aujourd'hui. C'est effectivement un contrat de partenariat qui est signé entre les îles du Ponant, la région Bretagne, l'État et les départements. Pour une enveloppe d'à peu près 11 millions d'euros. 11 millions d'euros, 6 millions proviennent de la région et le reste des autres partenaires. Et cette enveloppe, elle permet d'accompagner les territoires, d'accompagner les îles sur des projets qui sont décidés en commun, qui correspondent aux priorités qui viennent d'être exprimées. Se loger, travailler, et puis après il y a le sujet de la santé qui arrive très rapidement derrière, et puis le sujet de la mobilité, ça a été très bien dit. Et donc cette somme d'argent est un engagement des collectivités et de l'État pour faire en sorte qu'encore une fois, sur ce territoire, il y ait des capacités à agir qui permettent d'éviter la désespérance et puis de se dire que l'énergie de ce territoire, il doit pouvoir se concrétiser parce qu'il y a de l'ambition, il y a des envies, il y a, encore une fois, tout ce qu'il faut pour réussir. Alors justement, si on parle de concret, cette enveloppe, elle vous a permis de... Elle vous a permis quoi? De faciliter certains projets, des projets très concrets que vous avez fait sur vos îles. Si on n'avait pas le contrat de partenariat avec la région et l'État, les îles seraient en train de mourir doucement. Là, grâce à ça, on peut construire des logements sociaux. Là, on va démarrer une maison de santé la semaine prochaine avec 11 logements sociaux à côté. On va démarrer un office du tourisme. On va démarrer une recyclerie. Tous ces travaux ont été financés ou vont l'être par la région Bretagne et par l'État. Pareil pour vous, Patrick Huette? Il est évident que sans ces subventions-là, nous ne pourrions pas, nos budgets ne nous le permettent pas de supporter de tels investissements. Donc c'est une aide absolument fantastique. Oui. Quentin Dupont, alors vous êtes donc commerçant, on l'a dit, habitant désormais à l'année sur l'île. Je vous rappelle que vous êtes installé l'hiver dernier, en décembre. Quel est votre sentiment sur les résidences secondaires? Alors je vous taquine là-dessus parce que finalement d'un côté ils rendent difficile l'installation des jeunes comme vous, parce qu'ils font monter le prix du foncier sur les îles, mais en même temps ce sont vos clients, ils font aussi tourner l'économie locale. Oui, c'est vrai que les résidences secondaires sont une partie non négligeable de notre chiffre d'affaires, hein. Bien que les groisillons sont là toute l'année pour faire tourner aussi les commerces. Mais alors, comment cette cohabitation, comment vous la vivez, vous? On n'a pas beaucoup réfléchi à la question, à vrai dire, pour l'instant. Vous prenez tous les clients, de toute façon. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, on était au courant que ça se passait comme ça, et c'est de toute façon une bonne partie de notre chiffre d'affaires, c'est sûr. Alors on va regarder justement un petit peu les activités économiques sur les îles. Donc on voit très clairement sur ce graphique agriculture, pêche, 14% à peu près, construction, artisanat, on a une vingtaine de pourcents, un peu plus de 66% pour tout ce qui est tourisme, commerce et services. Loïc Chenet-Girard, j'imagine que vous avez quand même réfléchi à ça, à la région, sur l'activité économique de ces îles. On voit elle est tournée, vraiment tirée par le tourisme. Il y a quelques secteurs plus traditionnels, l'agriculture, la pêche, mais est-ce qu'on peut imaginer un autre modèle économique plus diversifié pour ces îles ou point de salut finalement hors de ces trois secteurs? Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que sur l'agriculture, nous sommes au début de nouvelles aventures. Nous avons connu l'agriculture il y a déjà bien longtemps. Beaucoup de parcelles ont été abandonnées pendant des dizaines d'années pour les raisons que vous connaissez. Et aujourd'hui, nous voyons des projets, des micro-projets qui s'installent sur les îles et qui produisent beaucoup de fruits et légumes, quelquefois de la viande, pour le territoire, mais aussi pour le continent. Et dans le contexte que nous connaissons, les citoyens sont très demandeurs de ces produits, qui par essence sont sains. Vous êtes dans des îles où il n'y a pas par essence de pollution et vous avez, vous le voyez bien là, des débouchés potentiels pour un marché premium qui est extraordinaire. Ensuite, sur le tourisme, il faut se féliciter que nos îles attirent. On ne va pas faire, encore une fois, Ibiza dans nos îles, c'est absolument pas l'objectif. L'objectif, c'est comme souvent de trouver l'équilibre. C'est la dose qui fait le poison. Et donc, c'est de faire en sorte que nous puissions continuer à accueillir, à être accueillants,
mais en même temps d'être en capacité de choisir la limite qui nous permet de se dire que nos îles garderont leurs caractéristiques et que l'environnement de nos îles ne sera pas dégradé. C'est indispensable parce que c'est notre patrimoine. Et ce patrimoine, on se doit de le transmettre à nos enfants dans un bon état. Et donc, à un moment donné, il faut savoir se dire que cette richesse du tourisme ne durera que si on préserve le patrimoine. Et là, c'est les élus locaux qui sont en première ligne. Et justement, vous, élus locaux, quelles ressources, quelles activités inexploitées sont à développer sur vos îles? Est-ce que vous identifiez des pistes de travail? Il y a déjà l'environnement. Et on a une qualité d'environnement exceptionnelle dans les îles. Surtout qu'on a été quasiment les pionniers en Bretagne à protéger les sites. Nous, en 1970 ou 1974, on a fait inscrire à l'inventaire des sites classés une bonne partie de l'île parce qu'on savait que c'était notre seule richesse. Et donc aujourd'hui, ça porte ses fruits parce qu'on a fait des chemins, des boucles de pédestres et tous les jours, on a constaté depuis 1 an ou 2, la population qui les fréquente a été multipliée par 10. Donc là aussi, on est sur du tourisme. Patrick Huette, même question. Moi, je pense que dans les îles, on peut d'abord y vivre toute l'année. Pour cela, il faut développer l'économie. Pour développer l'économie, je pense qu'il y a aujourd'hui en matière d'agriculture un avenir. On peut développer de la on dirait, agriculture, telle que l'algue. Même sur les petits territoires, on peut certainement pouvoir développer. Mais il faut pour cela accueillir les gens et on revient au logement. Et pour les logements, il faut nous aider. Et je crois que, bien sûr, on nous aide en matière de subventions, mais c'est la loi qu'il faut sans doute modifier. Et cette fameuse loi du littoral doit être modifiée et amendée. Alors, si vous voulez bien, on va justement on va un petit peu abandonner la loi littorale pour l'instant. Ça fera l'occasion d'autres débats très riches, j'en suis sûr. Mais on va s'intéresser aux nouvelles technologies et à la transition énergétique. Depuis peu, Ouessant dispose d'un tout nouveau central téléphonique, un équipement qui délivre un meilleur débit Internet et une couverture 4G au Ouessantin. À l'inverse, le réseau se détériore à Belle-Île-en-Mer. 4G et Internet à haut débit sont des technologies indispensables pour retenir les jeunes actifs sur l'île. Regardez. C'était il y a quelques jours. L'opérateur Orange inaugurait avec fierté son nouveau central téléphonique à Ouessant. Le précédent avait brûlé en 2017 à la suite d'un geste malveillant. Les Ouessantins sont désormais reliés au reste du monde via notamment la 4G. Pour les 800 habitants qui vivent à l'année, c'est un confort appréciable. On peut aussi ici télécharger, acheter des films, voir des films qui sont sortis juste depuis plusieurs semaines, les louer pour la soirée et se faire une séance cinéma. Ça, c'est des choses qui sont possibles aujourd'hui à Ouessant et qui nous donnent envie de rester, puisque finalement, il n'y a pas de différence avec le continent. 14 mois de chantier ont été nécessaires. La facture s'élève à 650 000 €. Pour un peu plus de 600 foyers, ce n'est pas forcément rentable. Pour nous, c'est vraiment très important. Dès qu'on peut amener du VDSL, améliorer le débit ou amener la 4G, on le fait. Et c'est vrai que c'est un investissement important pour Orange, mais c'est aussi, j'allais dire, notre image de marque, notre opérateur de qualité qui est en jeu, parce que beaucoup de gens passent sur les îles ici, sur le littoral de l'Ouest. Cet effort n'est toutefois pas uniforme. Ainsi, la révolte gronde contre l'opérateur téléphonique à Belle-Île. Les liaisons Internet sont défaillantes et l'impact se fait sentir dans la vie quotidienne. Dès qu'il y a un montant un petit peu supérieur, il y a une demande qui se fait à la banque. Et le problème, c'est que selon les cartes, ça coince, puisque à cause du réseau Internet qui est défaillant, des fois on ne peut pas encaisser les clients. Les installations existent, la fibre a même été déployée en 2015, mais l'augmentation des utilisateurs l'été sature les capacités prévues. Une pétition circule. La connexion est tellement mauvaise de 9h à midi parce qu'a priori il y a trop de monde connecté et le réseau n'est pas assez puissant. De ce fait, je me lève à 4h et je bosse de 4h à 9h, car à 9h, plus rien ne fonctionne. On s'est dit qu'il était important de faire une pétition de telle sorte à ce que ça prenne forme en fait. La réalité, c'est que, vous voyez, les 2700 personnes qui ont signé, ici il y a 5200 personnes à l'année, c'est considérable. L'opérateur aurait promis au maire de Lille de grands travaux au premier trimestre 2019. Les résidents à l'année doivent patienter. Deux invités nous ont rejoints sur le plateau. Denis Paluel, bonjour. Vous êtes maire d'Ouessant et président de l'AIP, l'association des îles du Ponant. Une association qui coordonne les efforts entre les îles pour les rendre plus attractives et plus actives.
Et puis Dominique Salvert, bonjour. Vous êtes le maire de l'île de Sein. Bienvenue à vous. Alors on va aller faire justement un petit tour sur Ouessant. Vous pouvez voir sur la carte, Ouessantin, 871 Ouessantins à peu près, c'est ça monsieur le maire? Oui, je les compte pas tous les jours, mais... Avec donc des technologies performantes désormais, comme on l'a vu dans le reportage. On a déjà évoqué l'importance des liaisons maritimes pour les Iliens qui ont besoin d'un lien avec le continent. Des moyens de télécommunication performants sont tout aussi importants finalement pourquoi? Pour rompre l'isolement? Oui, bien sûr, pour rompre l'isolement. On a des populations certes relativement âgées, mais il n'y a pas d'âge pour télécommuniquer, comme on dit. Et donc voilà, les gens d'Ouessant comme partout s'y sont mis. Et puis les entreprises ont absolument besoin de ça. Les mairies aussi. Alors le téléphone ou Internet, on s'en rend compte que c'est important quand ça ne marche pas. Et malheureusement, des fois, ça ne marche pas. Et on a eu l'exemple au mois d'août, on est en plein travaux et ça paralyse pratiquement pas mal d'activités des entreprises. Donc c'est essentiel. C'est fragile dans le cas de Ouessant parce que tout fonctionne en faisceau hertzien, on n'a pas de câble. Et donc ça rend les choses quand même certainement plus compliquées. Dominique Yvon, c'est votre sentiment aussi, finalement, un Internet performant. Vous parliez d'entreprises qui s'installaient, c'est peut-être, oui, la possibilité d'accueillir de nouvelles entreprises, de créer aussi de nouvelles formes de solidarité, de lien social. Et tout à fait. À partir de l'année prochaine, normalement, puisque le câble électrique qui nous relie au continent va être changé, on a demandé à ce qu'on puisse y incorporer la fibre, pour que la fibre puisse arriver dès l'année prochaine sur l'île. Et puis d'autre part, il faut toujours avoir un petit coup d'avance. On a monté sur l'île une école du numérique qui existe depuis 1 an déjà. Nous avons eu une dizaine d'apprenants déjà qui ont passé 7 mois de l'année sur l'île pour apprendre ce qu'était le numérique. Et donc je pense que pour l'hiver prochain, on va remonter une deuxième session avec possibilité pendant la saison de faire du coworking, d'avoir des bureaux à la disposition des gens qui viennent en vacances. Et on leur met à leur disposition, si vous voulez, même tout le matériel, des ordinateurs, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, on espère que ça puisse permettre à des gens, peut-être, de venir y habiter et puis faire du télétravail tout en habitant droit. Dominique Salvert, quel est l'état du réseau Internet et de la téléphonie sur l'île de Sein? Puisque les autres maires viennent de faire un petit bilan, qu'est-ce qu'il en est pour vous? La téléphonie sur l'île de Sein, on n'a pas de câble. Donc, la 4G, c'est pas pour demain. Donc c'est effectivement une vraie question et où il faut trouver les moyens qu'on soit performant à ce niveau-là parce que c'est aussi un handicap au niveau du développement économique. Les entreprises maintenant, si elles veulent se développer, si elles veulent s'installer sur une île, il faut qu'elles aient les moyens de communication au top puisqu'elles sont déjà désavantagées par le transport terrestre. Donc il faut vraiment qu'on ait les moyens de communication qui soient performants. La région Bretagne, justement, met en place un réseau Internet à très haut débit pour tous les habitants de la région. D'ici à 2030, tous les habitants de la région, ça veut dire que ça concerne les îles aussi. Où en est-on, excusez-moi, du déploiement justement sur les îles? Je vous confirme que les Iliens sont des Bretons, à part entière. On est d'accord. Et que l'engagement que nous avons pris, c'est de déployer le réseau fibre sur toute la Bretagne pour toutes les Bretonnes, tous les Bretons et toutes les entreprises. Et donc le travail continue, c'est un chantier long, nous espérons aller le plus vite possible, mais c'est quand même complexe. Pour les îles, il y a 2 cas. Les îles qui sont reliées au continent. Nous sommes ici effectivement à Groix reliés au continent et là c'est relativement simple. Le réseau il arrive comme dans un hameau, comme dans une commune et nous déployons la fibre ici sur le territoire. C'est peut-être par moments un peu compliqué mais ça va le faire. Sur les îles qui ne sont pas connectées au continent, c'est beaucoup plus compliqué. On pourrait penser qu'un câble est facile à jeter, c'est pas si simple que ça. Et donc la solution potentiellement, c'est d'aller sur des nouvelles technologies avec un relais hertzien sur l'île, puis après un réseau en fibre optique comme sur le reste du territoire, mais avec une technologie qui passe à un moment donné par le satellite. Il faut travailler là-dessus. Forcément, là, on ne peut pas vraiment donner de date encore. C'est des nouvelles technologies sur lesquelles nous avançons. Il y a des expérimentations qui vont être lancées. Dans le consortium Mégalis, c'est un projet séparé du reste des projets, parce que nous devons avoir une attention particulière par rapport à cela. Et nous sommes en train de regarder comment avancer le plus vite possible. Nous avons conscience que ce sujet est urgent pour le développement économique des îles, pour les citoyens qui y vivent, pour les sujets comme la santé. C'est indispensable pour l'avenir. Donc nous n'avons pas de temps à perdre.
Alors depuis 3 ans, les îles de Bretagne se sont lancées dans des programmes d'économie d'énergie et de transition énergétique avec des résultats très encourageants par rapport à l'année 2014 prise en référence. On prend l'exemple de Saint-Molène-Ouessant avec le programme Boucle énergie locale. On a des résultats quand même assez spectaculaires, 637 000 m3 de fuel économisés, presque 26% d'émissions de CO2 en moins. J'aimerais bien que vous m'expliquiez tous deux, en quoi consiste ce programme Boucle énergie locale? C'est quoi la recette? Écoutez, pour les îles, brûler du fioul, ça n'a rien d'encourageant. Pour le réchauffement climatique, pour la santé, etc., c'est pas du tout performant. Donc les îles, effectivement, et l'île de Saint, on a été les premiers à faire des économies d'énergie. Parce que finalement, tout ce qu'on ne dépense pas en énergie, c'est tout ça de gagner. Donc on a mené des programmes en relation avec la région et l'AIP, donc d'économie d'énergie. On a été la première île et la première ville de France à avoir un éclairage public 100% LED. Après on a été suivi par Ouessant. Voilà, bon, ça c'est une donnée. On a eu 2 opérations de remplacement de matériel de froid avec des matériels plus performants. On a équipé les particuliers d'ampoules LED. Il y a eu 2 opérations aussi. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui font qu'on consomme moins. Et aussi, puisque l'île de Saint a la particularité de fabriquer son eau douce à partir d'eau de mer, on a remplacé nos osmoseurs par des osmoseurs plus performants qui fabriquent plus d'eau et qui consomment moins. À Ouessant, le mix énergétique prévoit aussi d'utiliser l'hydrolien, l'éolien, le photovoltaïque, stocker de l'énergie par batterie, je crois. Le tout piloté de manière intelligente par du logiciel. Là, on est vraiment à la pointe de la technologie. Il ne s'agit pas de rattraper un retard, finalement, par rapport au continent. Là, vous êtes vraiment précurseur. Oui, c'est un petit peu comme pour Internet à la téléphonie. C'est une impérieuse nécessité parce que c'est une situation très particulière où ces 3 îles finistériales, la mer d'Iroise, ne sont pas reliées au continent. C'est-à-dire elles produisent leur propre énergie. La solution de facilité qui a rendu service, qui a sécurisé l'ensemble, c'était le fuel. Et aujourd'hui, évidemment, tout le monde sait que c'est une énergie qui n'est plus viable, qui n'est plus durable. Et donc on s'est lancé là-dedans. Et chaque système énergétique renouvelable qu'on installe, on en voit directement les effets. C'est la consommation locale. Alors ces difficultés engendrent aussi la nécessité d'être imaginatif. Et je pense que c'est pour ça qu'on devient des sites, j'ai pas envie de dire des vitrines, mais des vrais laboratoires de la transition énergétique avec un ensemble complet. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de produire l'énergie, mais il faut la diffuser, la réguler. Et ce sont des vrais systèmes autonomes, un petit peu comme on a au niveau français RTE, il faut équilibrer la production et la consommation. C'est ça qui se passe sur ces îles-là. Donc on doit jouer évidemment sur les économies, sur la production d'énergie renouvelable et tout le champ nouveau qui s'ouvre sur les réseaux intelligents et le stockage. Voilà, on dit un peu par l'anecdote, mais ça sera certainement une réalité qu'on va inciter les gens à mettre leur machine à laver en route en fonction des marées par rapport à la production hydrolienne. Et pourquoi pas? C'est une solution, justement, c'est l'imagination et c'est l'astuce. Les énergies renouvelables, ce sont aussi des opportunités de croissance économique pour notre région. Le Ixelles et Girard, les îles, finalement, elles sont un atout parce que, en l'occurrence, ce sont des laboratoires en plein air où on peut tester, expérimenter des équipements d'avenir. Effectivement, la transition vers les énergies décarbonées, elle est indispensable et c'est l'enjeu de l'humanité. On le voit bien. Et finalement, les îles, avant beaucoup d'autres, et avant même cet été, s'étaient embarquées dans ce sujet parce qu'elles avaient conscience de la situation. D'abord physiquement, parce que pour le coup, brûler du fioul pour faire de l'électricité, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis parce que le sujet de l'environnement, le sujet de la transformation du climat est ici peut-être plus perceptible qu'ailleurs. Et donc nous avons beaucoup d'avance sur les îles, parce que nous avons des élus qui s'engagent, nous avons eu des ambitions communes. Et aujourd'hui, des technos les plus avancés qui existent en France, je pense qu'elles sont sur les îles. Et ce sont les laboratoires, c'était très bien dit à l'instant par le maire de Ouessant, ce sont des laboratoires pour préparer ce qui va arriver demain sur le continent de manière obligatoire. Et ça, c'est un vrai motif de fierté aussi, j'imagine, pour vous, élus. Alors, sur l'île de Saint, par exemple, aujourd'hui, on a 1000 m² de voltaïque installé, ce qui nous permet de pouvoir, par des journées comme aujourd'hui, d'arrêter les groupes pendant presque 10 heures. Avec du stockage, puisqu'on a du stockage et un pilotage qui est fait par EDF sur l'ensemble. Donc ça, c'est
une étape importante et déjà on brûle moins de fioul et on fait des économies. Pour arriver à une autonomie, pas de 100%, mais de 65-70%, on a en projet une éolienne. Alors jusqu'à ces derniers jours, c'était impossible et on doit remercier les sénateurs bretons qui sont montés au créneau pour défendre un amendement pour permettre pour les îles non raccordées, les petites îles, une entorse un petit peu à leur littoral pour pouvoir implanter une éolienne. Alors il ne s'agit pas des éoliennes de 200 mètres de haut, mais de petites éoliennes de 35 mètres, etc., qui nous permettraient d'être pratiquement autonomes. Alors ça c'est le projet, c'est plus qu'un projet puisqu'on attend le permis, puisque la date butoir c'est le 5 octobre. Donc le 5 octobre on saura si on a une autorisation d'installer une éolienne sur l'île de Saint. Alors ça a été un combat, parce que je sais qu'à Ouessant, ils ont le même combat. Bon, nous, on espère, on croise les doigts pour le 5, mais effectivement, ce sont des solutions qui nous permettront d'être à terme autonomes en énergie. Alors on parle d'éoliennes, forcément, je me tourne vers vous, hein. Dominique Yvon, parce que les éoliennes flottantes au large de Groix, c'est vraiment un sujet très d'actualité. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Est-ce que vous êtes satisfait justement de ce développement? Je crois qu'on n'a pas le choix, malheureusement. Enfin, je ne sais pas si c'est malheureusement d'ailleurs. On n'a pas le choix tout court. Vous y allez un petit peu à reculons quand vous dites ça. Non, du tout. L'enquête publique se termine aujourd'hui, voyez-vous. Elle est en mairie depuis un mois. Elle se termine aujourd'hui. Il y a eu globalement très peu d'observations négatives. Donc les gens ont pris conscience que si c'était un mal, c'est un mal nécessaire. Donc on ne peut pas continuer à consommer de l'énergie à base de fioul ou comme dans les deux îles dont on vient de parler. Donc même les résidents secondaires qui, dans certains endroits, ont élevé un petit peu la voix, qui n'étaient pas trop d'accord parce que ils craignaient que la valeur de leur habitation diminue. Bon, globalement, à Groix, on n'a eu quasiment aucune remarque de cette nature, quoi. Et les Iliens, globalement, ils adhèrent vraiment à ces projets-là? Tout à fait. Vous sentez un intérêt véritable? Oui, tout à fait. On a fait plusieurs réunions publiques avec l'entreprise et il n'y a pas eu d'observation négative du tout. Non, c'est une bonne chose. Oui, si je peux rajouter, c'est aussi du développement économique. On a quand même des entreprises en France qui ont un vrai savoir-faire. Nous, on travaille avec un énergéticien qui ne fait que d'énergie renouvelable. Et les modèles insulaires, je peux vous dire qu'ils sont regardés de très près par d'autres pays. Nous, on a eu des visites d'Inuits du Canada, d'Indonésiens, etc. Donc je pense que ça aussi, il faut encourager ces petites entreprises ou plus grandes françaises qui ont un vrai savoir-faire et qui ne demandent qu'à innover et qu'à travailler. Allez, on met le cap sur Belle-Île-en-Mer maintenant. C'est la plus grande des îles du Ponant. Pourtant, en 2012, suite à plusieurs départs en retraite, l'île a fait face à une pénurie de médecins. La situation s'est depuis rétablie grâce, entre autres, à la télémédecine. Regardez. Le jour se lève sur Quiberon, quand part le premier bateau pour Belle-Île-en-Mer. Christophe Carvazo fait l'aller-retour 2 fois par semaine. On est tous partis encore aujourd'hui. 45 minutes de traversée pour aller faire les radios et les échographies à l'hôpital de Belle-Île. Pourtant, Christophe Carvazo n'est pas radiologue. Je suis le manipulateur radio. Donc je travaille en lien avec un médecin radiologue. C'est un binôme en fait. À Belle-Île, 5000 habitants à l'année, on trouve des médecins généralistes, un hôpital avec des vacations de spécialistes, mais pas de radiologue. Le radiologue libéral qui venait à l'hôpital a pris sa retraite dans le Var, ici aux Issambres. Mais une semi-retraite, puisqu'il a aménagé le sous-sol de sa maison en cabinet de radiologie. Donc ça, c'est la partie téléimagerie. Et puis ici, nous avons, alors je vais me connecter. Le docteur Benoît peut continuer à travailler à distance grâce à ce système de téléradiologie et télééchographie. Je peux aussi agir sur la caméra de Belle-Île. Oui, docteur. Oui, Christophe, écoute, je suis prêt. Là, je suis tout connecté. Alors, je cale les caméras un peu. Ouais, les deux hommes communiquent en visioconférence. Dernier réglage. Donc, c'est bon, on est bien réglé pour la vidéo. Moi, je vous vois bien. Et test du robot d'échographie. Ça va bouger à 1250 km, le bras là-bas. Je pense que c'est impeccable, ça y est, voilà. OK. Je fais exactement les mêmes mouvements, latéraux. Vous voyez, vous pouvez regarder ou de oblique, où je fais pivoter la sonde, etc.
Le docteur Benoît est un des pionniers dans le développement de la téléimagerie. La première raison, c'est la difficulté d'avoir des médecins radiologues sur place. On ne peut pas avoir un radiologue, malheureusement, un à Belle-Île, un à Quiberon, etc. Donc il était intéressant pour nous de centraliser en quelque sorte, et puis de là est venue l'idée de développer la télééchographie. Allez, en piste. Ce retraité de Belle-Île a besoin d'une échographie abdominale. Ce que j'attends de vous, c'est que vous me disiez si c'est trop fort, si j'appuie trop fort ou pas, et puis j'adapte, hein, d'accord ? Christophe Carvazo positionne le bras robotisé et la sonde d'échographie est manipulée par le radiologue. Alors voilà, je suis sur le rein. Très bien, Christophe, tu me prends cette photo, voilà. Hop, là, je prends leur mesure. Hein. Ok, t'en reviens un petit peu en arrière. Voilà, je l'ai pas mal là. Hein. Monsieur Guillaume. Oui. Je n'ai rien vu d'inquiétant. Bon, bonne chose. Bon, j'ai signalé sur le rein gauche un petit kyste, mais c'est un kyste bénin. Oui. Vous l'oubliez, hein, ça n'est pas une tumeur. Merci à vous. Attendez, j'enlève juste le petit papier. Première impression côté patient. Ben, c'est pareil, c'est systématique, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Pas de différence, sauf que Christian Guillaume et sa femme n'ont pas eu besoin d'aller sur le continent pour faire cet examen. C'est plus vite que de faire l'aller-retour. Parce que sinon, c'est ça ce qu'il faut que vous fassiez. Ah ben oui, hein, 3 quarts d'heure aller, 1 heure déjà jusqu'à Vannes. Bon ben ça prend presque la journée quoi. Hop. Du temps et de l'argent économisés pour les patients. Ils payent le tarif habituel au cabinet du docteur Benoît. Le radiologue envoie ses comptes rendus via un réseau sécurisé. Moins d'une demi-heure après l'examen, le docteur Stéphane Pinard peut consulter les résultats de l'échographie de son patient. Oui, un patient qui était hospitalisé hier. Plutôt que de l'envoyer sur le continent aujourd'hui, on a la possibilité de faire une télééchographie dès ce matin. Ça fait avancer en fait la gestion du dossier patient. Vous êtes reçu à cet examen-là? Oh, c'est chouette. Je redouble pas alors. Et Christian Guillaume peut rentrer chez lui. Oui, sans problème. Merci. Depuis son ouverture, il y a un peu plus de 2 ans, le service de télééchographie de Belle-Île a évité bien des allers-retours en bateau. Il a accueilli plus de 1200 patients en 2016 et 2017. Frédéric Legard, maire du Palais à Belle-Île-en-Mer, et François Stadevin, médecin généraliste à Groix, nous ont rejoints sur le plateau. Bonjour, bienvenue à vous. Frédéric Legard, la télémédecine, on l'a vu, hein, est un outil précieux, mais ce n'est pas la réponse à tous les maux, évidemment. Alors comment avez-vous fait pour rétablir, vous, cette offre de soins sur Belle-Île quand vous avez fait face à cette pénurie de médecins? Alors c'est vrai que la pénurie de médecins à Belle-Île-en-Mer a été une chose effective à partir de 2011, où on s'est retrouvé avec 3 médecins pour 5000 habitants. Mais il faut ramener ça au ratio de la fréquentation touristique qui nous ramène à 40 000 habitants l'été. Donc 3 médecins pour 40 000 habitants, c'était vraiment plus une situation tenable. Et donc avec l'Agence régionale de santé et tous les professionnels de santé du territoire, nous nous sommes mobilisés autour d'un diagnostic de territoire et de la mise en place d'un contrat local de santé pour Belle-Île-en-Mer, de manière à ce que cette situation puisse trouver la mise en place de solutions et qu'on puisse à nouveau faire en sorte que Belle-Île-en-Mer soit un territoire attractif pour faire venir des nouveaux médecins. Alors quand on en parle comme ça, un contrat, ça semble quelque chose de très administratif. Êtes-vous parvenu à des solutions concrètes? Alors le contrat, quand on le présente comme ça, c'est très administratif, mais ce contrat, c'est en fait la résultante du travail de plus de 100 professionnels de santé qui se sont mobilisés pour apporter des solutions. Et les solutions concrètes se sont traduites par notamment des nouveaux médecins qui sont venus s'installer sur l'île, parce que le territoire devenant plus attractif, les pratiques étaient plus faciles. On a pu mettre en place des nouvelles consultations de cardiologie notamment. Et puis on a mis en place un système qui a permis à une infirmière azalée de venir sur le territoire. On a aussi créé une CISA, donc c'est une structure associative qui permet de décrire un projet de territoire auquel les professionnels adhèrent. Et ce sont les professionnels qui ont construit leur projet médical. Dominique Yvon, ce contrat local de santé, hein, toutes les îles du Ponant l'ont adopté finalement, ou se sont dotés d'un contrat comme celui-là. Groix va se doter aussi d'un pôle de santé.
Les travaux débutent d'ailleurs là actuellement. Alors pourquoi c'est une conséquence de ce CLS, ce contrat local de santé, la création de ce pôle? Oui, tout à fait. Nous avons eu des contacts assez réguliers avec l'ARS de Bretagne. Et ils nous ont l'Agence régionale de la santé. L'Agence régionale de santé qui nous a incité justement à prévoir l'avenir. Ils nous ont dit si vous voulez demain, c'est-à-dire dans 5 ans ou dans 10 ans, avoir des médecins sur l'île, il faut que vous vous dotiez dès à présent d'une maison de santé. Parce qu'il est quasiment certain qu'on ne trouvera pas de jeunes médecins qui viendront s'installer, acheter un cabinet, acheter une maison pour y habiter. Eu égard au coût de l'immobilier dans les îles, il est très difficile aujourd'hui d'installer des jeunes médecins. C'est la raison pour laquelle on démarre cette maison de santé et il y aura 2 appartements qui seront également mis à disposition des médecins ou des infirmiers qui viendront faire des remplacements sur l'île. Alors François Stadevin, vous allez participer justement à ce pôle santé. Quels sont les professionnels qu'on va y trouver déjà pour se faire une petite idée? Ce sont des médecins généralistes, des spécialistes, l'offre va être complète? Il n'y aura que des médecins généralistes à s'installer sur l'île, très certainement, qui vont probablement de plus en plus se former à l'échographie. Je voyais le reportage sur la télééchographie. De plus en plus de généralistes se forment à ça et on le propose aussi à la fac de Rennes et dans différentes universités de former les médecins généralistes à l'échographie. Donc ça va aussi beaucoup aider. Et sinon, il y a un partenariat qui va se mettre en place aussi avec la clinique mutualiste de Lorient, qui va nous permettre de bénéficier de téléconsultations et aussi de présence de cardiologues, de gastro. On aurait besoin de dermatologues aussi. Il paraît que le planning familial est intéressé. Enfin, finalement, on n'a pas trop de mal à faire venir des gens de façon ponctuelle sur l'île. La difficulté, c'est de faire venir des médecins généralistes qui s'y installent vraiment. Et là, de toute façon, la création d'un pôle de santé est certainement la bonne recette. Le fait de recevoir des étudiants aussi, dans notre cabinet, on reçoit des étudiants, des internes en médecine générale régulièrement, qui voient la diversité, l'intérêt de l'exercice, la qualité de vie qu'on peut avoir sur une île. Mais il y a, comme disait Dominique Yvon, le coût de l'immobilier. Franchir le pas, c'est encore autre chose. Loïc Chenet-Girard, il y a deux aspects là qui sont intéressants qu'on vient de voir. Il y a la télémédecine, on en parlait il y a quelques instants, la nécessité d'avoir un haut débit Internet aussi pour pouvoir utiliser ces technologies-là. Et puis, c'est vrai que c'est se réunir des médecins au sein d'une même structure, c'est peut-être aussi potentiellement attirer de nouveaux professionnels sur les îles. Sur la première partie, effectivement, la télémédecine a certainement sa place ici plus qu'ailleurs et l'acceptation par les citoyens, les îliens, est plus forte qu'ailleurs. C'est l'occasion, là aussi, d'utiliser nos îles comme des laboratoires pour créer de l'innovation. Nous sommes allés à plusieurs reprises avec les collègues vice-présidents à l'économie, vice-présidents à l'enseignement supérieur à Paris, rencontrer différents acteurs qui sont en train de développer des outils de télémédecine ou des outils d'autodiagnostic à base de tablettes connectées à des médecins, et nous leur proposons de venir faire des expérimentations sur les îles pour des produits qui après seront peut-être commercialisés, même pas en France d'ailleurs. Et le deuxième aspect, c'est appuyer sur les professionnels de santé, de regarder comment on peut organiser les choses sur les îles. La compétence de la région, ce n'est pas la compétence de l'ARS. Donc on laisse l'ARS assumer ses responsabilités, l'Agence régionale de santé. Nous sommes en soutien financier, notamment sur ces maisons de santé ou sur éventuellement les matériels, et aussi en soutien sur les liaisons maritimes, parce qu'on voit bien que c'est un enjeu pour les médecins qui ne sont pas îliens, pour ceux qui viennent du continent, de faire en sorte, ou les soignants au sens large d'ailleurs, les soignants au sens large, pour faire en sorte que l'accès aux îles soit plus aisé. Frédéric Legard. Oui. Je voulais simplement dire un petit mot, si vous me permettez. Oui, je vous en prie. Puisqu'on était sur la maison de santé de Groix, il n'y aura pas que des médecins, il y aura également tous les métiers de santé qui sont représentés, c'est-à-dire kiné, infirmier, dentiste, psychologue. D'accord. Donc toutes ces personnes seront rassemblées sur le même site. Frédéric Legard, vous lui apportez une précision aussi. Oui, parce que sur le contrat local de santé de Belle-Île-en-Mer, sur un des axes transversaux, figurait notamment la reconstruction de notre hôpital public. Et la particularité de cet hôpital public, c'est qu'il va accepter en son sein la maison de santé de la commune de Le Palais. Et cette maison de santé va évidemment intégrer des médecins à activité libérale, mais qui vont aussi travailler pour le public. Et donc c'est cette complémentarité, c'est un peu cette originalité du public et du privé qui va se pouvoir et s'exercer dans cette maison de santé. Et c'est vraiment ça aussi un des atouts forts de la pratique, notamment sur la permanence des soins. Pour ceux qui doutaient
Comme on soit sur une île, là on l'entend bien. Alors François Stadevin, vous avez participé à l'élaboration du projet santé pour les habitants de Groix. Moi je suis arrivée un peu en fin de course. Ce projet en fait il est en germination depuis une dizaine d'années. Mais quelles en sont les grandes lignes? J'ai noté quand même 2 axes de travail plus spécifiques, le suivi des personnes âgées dépendantes, la prise en charge des maladies chroniques. Ça, ce sont vraiment des thèmes forts ici à Groix. Ce sont des thèmes forts sur les îles, comme ils le sont dans les campagnes aussi, un peu moins dans les villes parce que la population est plus jeune, mais c'est vrai que la population rurale ou îlienne est beaucoup plus âgée, c'est certain. Donc, pouvoir maintenir à domicile les personnes qui le souhaitent aussi longtemps que possible, c'est possible justement en s'appuyant sur les infirmières, les kinés, et toute cette équipe qui travaille même avant la création du pôle de santé, qui communique et qui travaille ensemble. D'une façon générale, est-ce qu'on peut dire qu'on consulte moins et on se soigne moins sur une île? Est-ce qu'il faut redonner aussi l'envie, redonner les moyens de prendre soin de soi? Je pense que ça dépend des îles, ça dépend de l'offre de soins qu'on a. Peut-être parce qu'on n'a pas d'offre justement suffisamment riche. Mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression, mais comme en campagne, que les gens ils font beaucoup moins attention à leur santé et à eux-mêmes qu'en ville en général. Mais parce qu'ils ont aussi une bonne qualité de vie. Donc, Frédéric Legard? Effectivement, c'est un constat. On a beaucoup moins tendance à porter et à mener des actions de dépistage. Et donc, un des nouveaux axes de travail du contrat local de santé de Belle-Île va être justement axé sur le dépistage. On va travailler en partenariat avec l'ADK. Et c'est fortement recommandé d'aller anticiper les besoins en médecine. Et alors, un nouvel axe qu'on va développer via ce contrat local de santé, c'est la probable création d'une CPTS. C'est un terme un peu barbare qui signifie la création d'une communauté professionnelle d'un territoire de santé qui a pour objectif de favoriser la prise en charge notamment des soins immédiats. Et donc, à partir de l'expérience insulaire, on va essayer de diffuser notre capacité à agir autour de la presqu'île de Quiberon. Et puis, on va essayer d'apporter des solutions aux îles de Watt et Edic qui sont en zone rouge, donc très défavorisées, et qui ont des gros problèmes pour assumer justement cette permanence des soins. D'accord. C'est vrai que les Iliens adhèrent beaucoup moins aux politiques de prévention et de dépistage que le reste de l'Hexagone, ça c'est vrai. Bon, alors nous avons abordé une partie des défis à surmonter pour les îles bretonnes, mais j'aimerais quand même qu'on finisse l'émission, et oui c'est déjà à la fin, sur une note un peu positive, ne pas oublier qu'il fait bon vivre aussi sur nos îles. Alors je vous propose d'écouter justement un petit témoignage d'un habitant d'Edic. Regardez ce qu'il vit. On est tranquille, on est heureux et c'est paisible. On peut, à certains endroits de l'île, écouter le silence, ce qui est de nos jours quelque chose d'assez extraordinaire. Qu'ajouter de plus que de temps en temps, on a des visiteurs comme vous qui viennent découvrir les choses et c'est pas mal. Pas trop. Pas trop quand même, on l'a senti. Alors là, je m'adresse aux 3 Iliens du plateau. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Pour vous, le bonheur de l'île, c'est quoi? C'est un petit peu de monde, mais pas trop également. Je pense qu'on dit aux nouveaux arrivants qu'il faut avoir passé un hiver sur l'île pour savoir si on aime vraiment ça. Il y en a quelques-uns qui repartent, il y en a quand même beaucoup qui restent parce que, à mon avis, le mois d'août n'est pas là du tout la meilleure période pour apprécier les îles en général. Et vous, Frédéric Legard? Je dirais que les îles, ce sont avant tout des terres d'accueil, des lieux d'échange, de solidarité, et ce sont des formidables laboratoires d'expérimentation. Bon, mais merci beaucoup à vous. C'est déjà la fin de cette émission consacrée à nos îles bretonnes. Mais le festival des îles du Ponant, lui, se poursuit jusqu'à ce soir à Groix. Un grand merci à vous donc. Et dimanche prochain, je vous rappelle qu'à 11h, on se retrouve pour une nouvelle émission, l'heure du débat. Cette fois-ci, on parlera d'économie, on passera l'économie de la région Bretagne à la loupe, à l'heure où la croissance flanche un petit peu. Si vous souhaitez bien sûr revoir ce débat, je vous invite à vous rendre sur le site internet de France 3 Bretagne. N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos réactions via Facebook, Twitter, toutes vos suggestions qui sont
évidemment bienvenue. À suivre votre journal régional présenté par Stéphanie Labrousse. Bon dimanche à tous.